10%, ce qui est considéré comme à haut risque. D'accord? Alors, ces gens-là, on resserre un petit peu le contrôle, on les revoit au bout de 3 mois et on répète les mesures. Et ensuite, soit la mesure, le résultat, c'est que grâce au mode de vie qui a changé, plus de McDo, mange, ski, vol et skinage, activité physique, etc. Et le patient a un cholestérol qui rentre dans les clous. Dans ces cas-là, on le suit gentiment. Si par contre, il garde un cholestérol élevé, ça veut dire que soit c'est une machine à faire du cholestérol et il fait tout ce qu'il peut, de toute façon, il le fabrique en interne et il n'y a rien à faire. Soit au contraire, il s'en fiche complètement, il vous dit oui, oui, j'ai fait un régime, en fait, il ne fait aucun régime. Ben, dans ces cas-là, on est obligé de le mettre sous traitement. Mais il ne faut pas commencer le traitement tout de suite. Le diabète. La progression du diabète doit être prévenue ou retardée par la modification des facteurs de risque chez les patients qui ont une intolérance au glucose. Et chez les patients de type 1 ou de type 2, un bon contrôle métabolique peut prévenir les complications microvasculaires. C'est quoi les complications microvasculaires? C'est le fait que chez le diabétique, c'est effroyable, la maladie, elle va s'attaquer bien sûr à la partie macroscopique de l'artère, les artères que l'on voit, mais aussi en périphérie sur les artérioles. C'est-à-dire que c'est des gens qu'on aura du mal à traiter, et dans la mesure où la partie distale microvasculaire est atteinte, malheureusement, ça se termine le plus souvent par amputation, ulcère de jambes, etc. Enfin, on est vraiment très mal. Donc, modification du cycle de vie, implication du patient capital. Pour la prévention des risques cardiovasculaires, des événements cardiovasculaires, donc il y a d'excellentes raisons de faire baisser le taux de glucose. Donc alors chez diabète de type 1, c'est tout simplement par l'insuline, il n'y a pas d'autre méthode. Et par le diabète de type 2, c'est bien sûr par un conseil diététique, réduction du poids, augmentation de l'activité physique. On retrouve un petit peu des choses centrales, élémentaires, qui sont marquées là. Le traitement adjuvant ne doit être associé que s'il n'y a pas de réduction suffisante de l'hyperglycémie. Et je répète encore, le traitement de l'hypertension et des lipides doit être plus ambitieux chez les patients qui ont un diabète. Donc, quels sont les objectifs de prévention cardiovasculaire chez les patients qui ont un diabète de type 2? Il faut que l'hémoglobine glyquée, vous savez ce que c'est? Oui ou non? Ça a l'air un peu ambigu la réponse. Oui? Non, levez le doigt que je sache un petit peu. Attention, parce que si je pose une question, très bien, et j'encourage, je ne vous interrogerai pas. L'hémoglobine glyquée, c'est en quelque sorte la boîte noire qui va vous informer sur l'état de glycémie dans les quelques derniers mois. Vous avez un patient qui veut avoir l'air de bonne prestance au niveau de sa glycémie. Pendant 2 jours, il ne va rien manger. Il aura une glycémie relativement basse. Vous regardez son hémoglobine glycosylée. Et si elle est supérieure à 6%, si elle est à 7 ou 8%, même si vous avez une glycémie inférieure à 6 millimoles, vous savez qu'en fait, ce patient a une intolérance au glucose et a une glycémie élevée en permanence. D'accord? Donc c'est vraiment un truc absolument indispensable pour monitorer, savoir ce qui s'est passé dans les dernières semaines, derniers mois chez le patient. Alors, le monitorage de la glycémie à jeun chez les patients, qui se fait par le patient lui-même, la petite piqûre là, et qui doit être entre 70 et 90, 0,7 et 0,9 grammes par litre. Et en postprandial, elle doit être entre 0,7 et 1,35 grammes par litre. La pression artérielle inférieure à 13,8. Le cholestérol total inférieur à 1,75. Le cholestérol LDL, on peut dire, excusez-moi pour la petite erreur, inférieur à 0,75. D'accord? On resserre un peu plus les boulons. Alors, le syndrome métabolique, qui est-ce qui ne sait pas ce que c'est?
D'accord, parfait. Donc on va s'appesantir un peu sur cette question. Le syndrome métabolique, c'est vous, mais dans 20 ans. Ça veut dire que vous prenez un cadre de la quarantaine, cinquantaine. Hein. Moi, par exemple, j'ai l'impression que je suis en bon état général. En fait, j'ai déjà une ceinture abdominale qui est supérieure à 102 cm. J'ai, comme par hasard, un triglycéride qui est un peu élevé parce que je picole un peu. J'ai malheureusement un HDL cholestérol qui aurait pu être plus brillant, mais qui est en dessous de 40 mg par décilitre. J'ai une pression artérielle qui est un tout petit peu limite 14, 15. Hein. Tous ces micro-anomalies vont se transformer en un gros facteur de risque. Les gens qui ont un métabolisme, un syndrome métabolique, sont des gens qui, en général, sont à haut risque cardiovasculaire. Vous avez vu ? 40-50 ans, des tout petits facteurs de risque qui apparemment sont en dessous du niveau, en dessous du seuil. Mais pris ensemble, c'est les gens qui ont arrêté de faire du sport, qui mangent trop, qui sont trop stressés, qui n'ont même plus d'activité physique et qui ont encore l'impression, et on ne voit rien, asymptomatique. Donc le traitement du syndrome métabolique il doit être suivi de façon professionnelle avec des modifications du style de vie, particulièrement des efforts pour réduire le poids et pour augmenter l'activité physique. On revient sur le malheur au gros. Et malheur au gros qui ne bouge plus. L'hypertension, la dyslipidémie et l'hyperglycémie, hop, traitement médical. Il me reste combien de temps? Un quart d'heure? 3 quarts d'heure? Ah bon? Non, parce que l'horloge m'indique... Quels sont les autres traitements prophylactiques? Là, on donne dans les traitements prophylactiques. Hein. Vous sortez de cet amphi, vous allez avoir une ordonnance. Vous vous rendez compte? Donc c'est quand même très sérieux. Alors il ne faut pas vous rendre malade, mais il faut aussi vous dire que dans certains cas, il vaut mieux prévenir que guérir. L'aspirine, c'est un médicament extraordinaire qui est pour tous les patients qui ont une maladie cardiovasculaire. Les bêta-bloqueurs. Les bêta-bloqueurs, on les donne chez les patients qui ont eu un infarctus ou chez les patients qui ont une dysfonction ventriculaire gauche. Les inhibiteurs de l'enzyme de conversion, c'est quelque chose d'extraordinaire qui est donné chez les patients post-infarctus, chez les patients qui ont une dysfonction ventriculaire et chez les patients hypertendus. C'est vraiment les colonnes du traitement médical cardiovasculaire que je vous donne. Hein. Et les anticoagulants, chez les gens qui en ont besoin, c'est-à-dire qui ont un événement thromboembolique ou qui risquent d'en avoir un, comme par exemple, donnez-moi un exemple, Qu'est-ce que tu veux dire? Non, cela dit, elle n'a pas tort. Hein. Le diabétique, vous savez ce qu'il fait, lui? Il bouche ses artères en silence. C'est horrible. C'est comme si vous rouliez avec votre voiture, le niveau d'huile n'est pas indiqué. Quoi. Vous retrouvez le petite fumée noire, le diabétique, il bouche ses artères. Alors, ce n'est pas tout à fait ça. Mais c'est quand même une bonne remarque. On va donner des anti-agrégants chez ces gens-là. C'est par exemple les gens qui ont une arythmie par fibrillation auriculaire, qui ont une grosse oreillette, qui ont une valvulopathie, genre rétrécissement mitral, ou des gens qui ont carrément des valves cardiaques mécaniques. Alors là, on leur a mis le facteur de risque, on leur a introduit. Bon, chez les patients à haut risque, mais qui sont asymptomatiques, il est évident que de petites doses d'aspirine peuvent réduire le risque cardiovasculaire, c'est-à-dire les patients qui ont du diabète, les patients qui ont une hypertension et c'est les patients qui ont un risque multifactoriel de maladie cardiovasculaire. Pour se résumer, chez les patients qui ont une maladie cardiovasculaire établie, vous vous souvenez de il faut promouvoir une révolution dans le mode de vie. Stop tabac, arrêt malbouffe, augmentation activité physique. C'est assez simple à appliquer. Hein.
Deuxièmement, prescrire de l'aspirine et une statine. Troisièmement, si besoin, donner des antihypertenseurs, des bêta-bloqueurs et des inhibiteurs de l'enzyme de conversion. Chez les patients qui ont un risque potentiel, utilisez le score système pour définir le niveau de risque du vert au noir. Promouvoir clairement des modifications du style de vie. On recommence, arrêt tabac, arrêt malbouffe, augmentation activité physique. Et enfin, troisièmement, si c'est nécessaire, comme je vous l'indiquais, tension artérielle à 18 chez celle qui... Là, oui, toi. Si je te prends attention que tu as 18, bah, tu es sous antihypertenseur en sortant de l'amphi. On n'a pas besoin... la valeur n'attend pas le nombre des années. Hein. Vous pouvez très bien avoir 18 avec 20 ans. Et augmenter l'activité physique. Les étudiants en médecine que je vois, on leur fait monter avec un patient 2 étages pour voir si le patient est essoufflé ou pas. Celui qui est le plus essoufflé en général, c'est l'étudiant. Quels sont les objectifs principaux de prévention chez les patients qui ont une maladie cardiovasculaire établie et chez les patients à haut risque, c'est-à-dire supérieur à 5%? Arrêt tabac, bon choix alimentaire, être actif physiquement, body mass index inférieur à 25, pression inférieure à 14,9, et on resserre un peu plus chez ceux qui sont les groupes particuliers comme les diabétiques, etc. Alors les groupes particuliers, c'est ceux qui ont un... Alors les groupes, voilà, il faut avoir ensuite un cholestérol élevé, le total, je veux dire, inférieur à 2 grammes. Un cholestérol LDL à 1 gramme. Il faut avoir un bon contrôle de la glycémie. C'est triste, mais parmi vous, il y a probablement des diabétiques. Et enfin, il faut évidemment traiter en donnant des médicaments de façon prophylactique. Prophylactique, c'est difficile, ça veut dire que c'est quelqu'un qui n'est pas malade, mais je veux dire, bah, toi, tu vas prendre des statines, toi, tu vas prendre un antihypertenseur, et toi, là-haut, tu vas prendre de l'aspirine. Alors, ça, cette diapositive vous résume un petit peu la prévention donc chez les patients qui ont une maladie cardiovasculaire et un haut risque. Ça ressemble étonnamment à la diapo précédente, mais au moins ça a le mérite d'être un peu plus clair. Alors, ce qui est très important, il ne faut pas rester figé. Les facteurs de risque, au départ, on disait les femmes, elles sont protégées par les hormones, etc. Et puis, la femme au foyer était moins stressée que l'homme qui partait bosser et qui avait du harcèlement au travail. En fait, tout est en pleine modification. Les femmes ne fumaient pas autrefois, maintenant elles fument plus que les hommes. Et on s'est aperçu que, en fait, le risque cardiovasculaire, il y a de nouveaux risques cardiovasculaires qui apparaissent. Hein. On s'aperçoit notamment dans la population femme, que l'on a souvent sous-estimée. Parce que justement, ça ne répond pas aux critères obésité, hypertension, cholestérol. Je vous donne un exemple, puisque j'ai encore 7 minutes. Dans la revue l'European Heart Journal a été publié un article sur la mortalité cardiovasculaire chez les patients de moins de 35 ans. D'accord? Il y avait 50% d'hommes et 50% de femmes. Aucun n'avait un cholestérol élevé. Aucun n'était obèse. Il y avait stress, tabac et contraceptifs oraux. Voilà. Donc on n'était pas du tout dans la répartition 80-20, on était dans une répartition où on se retrouvait, et ces gens-là étaient morts d'un infarctus, etc. Enfin, c'était les gens qui n'étaient pas morts d'une crise convulsive ou d'un abcès au cerveau. D'accord? C'est une mort cardiovasculaire. Donc c'est les résultats anatomopathologiques avec des populations où on avait pu remonter pour voir le risque et établir le fameux score de risque. Donc, les drogues contraceptives, le tabac et le stress, c'est une triade qui n'est pas bonne. Il n'est pas rare de voir la morgue de Henri Mondor reçoit régulièrement par
Roissy, des jeunes femmes qu'on retrouve décédées après un vol de 24 heures d'Australie, avec notamment soit embolie pulmonaire massive, soit... donc ça veut dire que, voilà, c'est juste pour dire, il y aura de nouveaux facteurs de risque. Ceux dont je vous ai parlé sont les principaux, mais voilà, les facteurs de risque peuvent évoluer, hein, comme d'ailleurs le risque infectieux évolue. Il y a 25 ans, quand j'étais interne, le sida apparaissait et c'était une maladie incurable dont tout le monde mourait et c'était une véritable terreur. Aujourd'hui, bon, on dit sida, Ebola, bah, quitte à choisir, je préfère attraper le sida. Donc les choses changent, il faut s'adapter et c'est la médecine et c'est la première diapo à voir, c'est la diapo initiale où celle-là, recherche qui aboutit à des guidelines, éducation et recherche clinique, et on refait et on remet les guidelines, on les réfléchit. Et vous interviendrez de toute façon à un niveau de ce cercle vertueux. Soit vous ferez de la recherche, soit vous serez dans l'éducation, soit vous serez dans le traitement clinique. J'ai 5 minutes d'avance. Est-ce que vous avez des questions ?